Je suis vraiment ravi d'accueillir Antoine aujourd'hui. Et puis, je vais commencer tout simplement par te demander comment tu vas et peut-être dis-nous un petit peu ton parcours. Voilà. Alors, eh bien, écoute, d'abord merci de m'accueillir, c'est sympa. Même si je dois avoir les yeux un peu cernés après ces 4 jours, c'était bien actif. Donc, comment je vais? Je vais plutôt bien. Je vais plutôt, voilà, ça a été hyper dense. On a discuté en Zoom, quasiment à 100%. Aussi bien Jean-Christophe Babin, le président de Bulgarie, Fabrizio Bonamassa, le directeur artistique de la division horlogère, et moi-même, avec à peu près, grosso modo, on est à 800 journalistes. Alors évidemment, il y a des présentations produits et puis des interviews one-to-one ou en petits groupes pour présenter les premiers modèles de nos collections 2022. Ça s'est bien passé, donc on est bien content. Bon, c'est toujours les limites du Zoom, évidemment. On n'est pas dans du physique et surtout quand on présente des produits, il y a toujours cette dimension qui nous manque. Mais malgré tout, ça fait maintenant 2 ans qu'on utilise les techniques digitales et qu'on les maîtrise plutôt bien. On a des partenaires qui sont super pros et donc on arrive à avoir un échange qui est extrêmement riche. Alors vous voyez là seulement le background, mais devant moi j'ai 2 écrans, 3 caméras, on a une régie derrière. Donc on a appris à vraiment utiliser ces nouvelles technologies. Donc c'est très dense, hein, c'est des interviews de 20-30 minutes, les unes après les autres. On en a généralement entre 10 et 15 par jour. Et évidemment, après, il y a le reste de l'activité de l'année qui continue à côté. Donc, ça nous fait des bonnes semaines. Donc, voilà l'état d'esprit. Et pour le reste, pour mon background à moi, donc j'ai envie de dire 25 ans, mais ça se rapproche bientôt de 30 d'histoire, beaucoup dans l'horlogerie, avec quelques incursions dans d'autres domaines. J'ai commencé, donc moi je suis français, je suis arrivé au milieu des années 90 chez TAG. Pas du tout attiré par l'horlogerie, mais j'aime beaucoup le sport. Donc évidemment, TAG Heuer, la Formule 1, la voile, le ski à l'époque. J'ai foncé en Suisse et puis voilà, on met le doigt dans l'engrenage et on n'en ressort plus. Donc j'ai ensuite travaillé. Alors, j'ai travaillé un peu dans la joaillerie, j'ai travaillé pour Boucheron, j'ai travaillé ensuite chez Zénith, je suis revenu en Suisse travailler pour Zénith, puis j'ai un parcours assez international, je suis devenu patron de filiale sur différents marchés, d'abord en Grande-Bretagne, ensuite pour le Japon et la Corée, ensuite sur la Chine, et alternant entre les marques horlogères et les marques joaillières, j'étais patron de la Grande Chine et l'Océanie pour Bulgarie. Avant de revenir en France, prendre pendant 2 ans la direction générale adjointe de Berluti, et puis de revenir ici il y a 2 ans et demi pour prendre la tête de la division horlogère de Bulgarie. Donc voilà, à peu près pour mon parcours rapidement. Je te remercie. Et puis, je rebondis juste sur ce que tu disais par rapport au background. Pour l'avoir vu hier, je dois dire que vous avez fait un studio, moi, qui m'impressionne, qui est devenu vraiment quasi pro. Enfin, c'est assez impressionnant de voir tous ces écrans devant vous et puis de voir tout ça. Moi, je te propose peut-être de rentrer dans le vif du sujet parce qu'on voit tous ces produits là et j'avoue que c'est un peu comme, tu sais, dans une boutique de bonbons. Et c'est vrai que tu nous dises un peu, voilà, un peu quelle est la pièce qui a vraiment fonctionné, celle qui a vraiment plu, votre pièce un peu phare pendant cette LVMH Watch Week. Alors, la pièce qui a probablement le plus plu, j'en ai une bonne partie dans les mains en fait. Donc, elle est quasiment invisible. Euh, si je réduis à ce que j'ai dans les mains, ça serait un peu dommage. Et en même temps, j'ai envie de commencer par ça. Parce qu'en fait, c'est un nouveau calibre qu'on lance. Euh, c'est un calibre qu'on appelle Piccolissimo, qui fait 12,5 mm de long, 2,5 mm d'épaisseur et 1,3 g. C'est 102 composants.
C'est en fait un nouveau chapitre dans l'un des principaux axes de notre développement horloger. Je pense qu'on a vraiment su développer la reconnaissance de notre savoir-faire horloger à travers le calibre Finissimo, de l'Octo Finissimo, qui a reçu l'aiguille d'or l'année dernière. Pendant 8 ans, on a développé différentes versions et surtout, on a développé véritablement cette vision stratégique de creuser notre expertise et aussi de la valeur ajoutée qu'on peut apporter à l'industrie dans le domaine des micromécanismes, de vraiment la miniaturisation des mouvements. Et donc, on a fait ce mouvement, ces records du monde de finesse, de mouvements compliqués. Et au fond, on fait toutes les complications, on est un peu allé au bout de cette histoire. Alors, il n'y a jamais de bout, hein, il y a toujours d'autres choses qu'on peut faire, mais fondamentalement, cette notion d'épaisseur, on la maîtrise très très bien. Mais au-delà de ça, on maîtrise bien toute l'approche de la micromécanisation. Et donc, évidemment, au-delà de l'épaisseur, toute la question, c'était est-ce qu'on peut réduire, est-ce qu'on peut faire un tout petit mouvement? Pourquoi faire un tout petit mouvement? Au fond, parce qu'on est joaillier. Et que quand on est joaillier, on fait des montres de joaillerie. Et quand on fait des montres de joaillerie, on veut faire en sorte d'avoir un mécanisme fiable qui prenne le moins de volume possible pour donner le plus de capacité de design possible à notre studio. Et donc, notre studio, il a représenté cette année une série de pièces assez exceptionnelles qui sont ce qu'on appelle les Serpenti Mysteriosi et qui, effectivement, ces pièces, aujourd'hui, portent le nouveau calibre qu'on a fait. Alors, ces pièces, en fait, il faut savoir que Bulgari ça fait plus de 80 ans que la maison fait des montres à secret. L'histoire horlogère de Bulgari, elle démarre en 1917 à peu près, avec des toutes premières montres évidemment de joaillerie pour compléter les sets de joaillerie qu'on faisait à l'époque. Et puis petit à petit, il y a eu des constructions, toujours de montres de joaillerie. D'abord le développement de la technique du tube au gaz, qui fait partie de nos produits très très forts. Et des montres à secret, donc la première dans notre musée date de 1942. Et cette collection de Serpenti, dont on voit ici une pièce de notre musée d'ailleurs, que je vais mettre devant, elle s'est développée dans les années 50-60. Alors je ne vais pas vous montrer ce qu'il y avait à l'intérieur, mais le petit cerveau à l'intérieur, c'est-à-dire le mouvement qui était à l'intérieur, c'était évidemment c'était les grandes marques horlogères de l'époque. Et donc cette année, on a relancé notre collection, mais on l'a relancée avec notre propre mouvement. Donc on fait effectivement la montre à secret Bulgari, top to toe, de A à Z, avec le savoir-faire joaillier et le savoir-faire horloger dans cette collection jusqu'au bout. Et encore une fois, un mouvement qui est assez dingue à développer, qui a été assez dingue à développer, assez dingue à monter, et qui met en avant, et ces pièces qui mettent donc en avant tout notre savoir-faire horloger joaillier. Bon, il faut dire ce qui est, c'était pas quelque chose que la presse attendait, donc ça les a un peu, ils étaient un peu sur les fesses, ce qui nous a fait bien plaisir, parce qu'on aime bien les surprendre quand même. Et alors justement, si je rebondis un peu sur ce que tu dis par rapport à ce mouvement mécanique et aussi par rapport à notre thématique et l'emploi, hier je parlais avec Catherine qui me disait que vous aviez mis 3 ans. Qu'est-ce que vous avez mis en place justement au niveau des métiers, au niveau de comment ça se passe chez vous pour créer un mouvement comme ça? Alors, si tu veux, il faut imaginer, on est sur un cycle roulant et sur un cycle roulant qui est de plus en plus long parce qu'en fait, on travaille évidemment sur des choses de plus en plus complexes. Plus on va tirer le fil de cette recherche, plus on va arriver dans des domaines où il va falloir, où on va se rapprocher. Alors, je ne vais pas appeler la recherche fondamentale parce que ça serait très prétentieux, mais on va aller plus loin dans des recherches sur des matériaux, sur des techniques, sur de nouveaux savoir-faire horlogers. Et au fur et à mesure de ces plans, de la constitution de ces plans, eh bien évidemment, on recrute et on investit. Donc, si je reviens effectivement sur ce mouvement Piccolissimo, c'est 3 ans de développement, un petit peu moins, mais en réalité, c'est un mouvement qui capitalise terriblement sur tout ce qui avait été fait sur le Finissimo. Pourquoi? Parce que la fabrication des composants, tout ce qui est usinage, les composants sont de dimensions comparables. Ils ne sont pas
associés de la même façon, mais fondamentalement, ils sont dans des ordres de dimensions comparables. Le savoir-faire, les contraintes de l'ultra plat en termes de précision, en termes de système de mesure de dimension, etc., eh bien, en fait, on s'est appuyé sur le savoir-faire Finissimo, encore une fois, pour déployer, pour construire ce nouveau calibre. Donc, c'est un travail beaucoup plus continu que la simple histoire d'un calibre. Donc, on investit chaque année. Aujourd'hui, je ne serais pas capable de dire la quantité de systèmes de mesure laser qu'on utilise chez nous, mais quasiment toutes les machines aujourd'hui de mesure se faisant à 10 microns pour beaucoup d'entre elles. On utilise énormément le laser. Et donc, en fait, depuis que je suis là, je signe des factures d'investissement sur ce type de machine pour compléter notre assortiment. Parce que, effectivement, plus on rentre dans ce segment de la miniaturisation des mouvements, plus on va aller chercher le millimètre dans des aspects annexes, parce que c'est peut-être moins compliqué que d'aller vraiment sur de la recherche fondamentale, justement. Donc, à chaque fois, on investit pour essayer de réduire la taille d'une platine, pour essayer de réduire. On va aussi travailler sur des techniques de monobloc. Donc là, ce sont aujourd'hui c'est un domaine dans lequel pas mal de marques font de la recherche aujourd'hui, etc., etc. Après, je ne vais pas rentrer trop dans le détail technique, d'abord parce que j'ai en face de moi des gens qui auront beaucoup plus de choses que moi, certainement. Mais c'est un travail vraiment progressif. Et à chaque fois, on va chercher à s'équiper aussi bien en ressources techniques qu'en individus pour renforcer nos capacités. On vient juste de recruter un nouveau constructeur pour justement travailler sur un futur calibre sur lequel on est en train de travailler. Donc, voilà un petit peu. C'est très linéaire par rapport à. On lance un nouveau calibre, on l'expose, il est visible. Et c'est plus ponctuel. En réalité, la façon dont nous on progresse est beaucoup plus linéaire et continue tout au long de l'année et année après année. Et alors justement, là, on a vu hier, il y avait Swatch qui a fait qui a parlé de ces chiffres records, qui marchaient bien. Comment c'est chez vous, chez LVMH? Et en termes d'emploi, est-ce que vous ressentez un boom, quelque chose, ou est-ce que justement tu sens une augmentation ou une demande qui est plus importante? Alors, si tu veux, globalement, l'industrie a une très bonne année 2021. C'est une année de rebond, mais c'est une année même où il y a beaucoup de marques qui ont mentionné le fait qu'elles avaient dépassé les niveaux de 2019. Moi, je pense que c'est aussi la période du Covid, elle a été elle a créé je dirais une segmentation entre les marques qui ont véritablement très bien fonctionné et d'autres qui sont probablement plus en difficulté. En ce qui nous concerne, c'est vrai que nous, on est plutôt dans la bonne catégorie, je vais dire. Et de ce fait-là, on est sur des tendances qui sont très positives. Et ça signifie effectivement une demande qui est très forte et de l'embauche. Donc, on embauche. On embauche aussi de façon progressive. On le fait de la même façon. On n'a pas des plans d'embauche de 50 personnes d'un coup. D'abord parce qu'on n'a pas cette dimension-là encore. Hein. La division ici, elle fait un peu plus de 300 personnes. Elle fait un petit peu moins de 350 personnes. Donc, on complète au fur et à mesure nos équipes, on doublonne les postes critiques ou alors on les triple au fur et à mesure de l'augmentation de nos volumétries. Et c'est vrai qu'on est loin d'être les seuls. Il y en a qui investissent. Il y a suffisamment d'annonces d'investissements majeurs, de constitution de nouveaux sites industriels. Et là, tout à coup, ça fait des gros appels d'air. Donc, au final, on se retrouve dans des situations où on a parfois des vraies tensions sur le marché du travail parce que l'offre en termes de capacité horlogère n'est pas si gigantesque que ça. Donc voilà, donc faut être attractif. Alors, on n'est pas encore dans une situation hyper tendue, mais on voit que parfois, ça prend un peu plus de temps pour trouver les bonnes personnes. Et alors justement, quels sont les métiers recherchés aujourd'hui? Quels sont vos métiers, vos besoins?
Je Alors, m'invite dessus. alors, 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 là, c'est compliqué. On Tu a, peux me dire assez globalement aussi, hein, tu n'es pas obligé de me dire mais précisément. globalement, beaucoup d'ingénieurs, ingénieurs méthode, Mhm, qualité, mhm. des constructeurs, horlogers. Il y a Catherine, la directrice de la communication, qui balance les bras des deux côtés et qui saute en l'air en disant on a besoin de gens dans la communication et dans le marketing. On cherchait, alors on recherchait, mais on a trouvé un designer. Donc c'est très vaste en réalité. C'est très très vaste. Je vois. Ouais. On est en train de former en interne des peintres en mini peinture de cadran, par exemple, puisque aussi on cherche sur certains métiers d'art à se déployer. Et comme toute entreprise horlogère, voilà, j'ai un petit peu travaillé chez LMH aussi, il y a une culture d'entreprise qui est très forte. Et d'ailleurs, on le sent. Quelle est votre culture d'entreprise chez Bulgare? Alors, c'est hyper intéressant parce qu'on a une culture d'entreprise très forte en tant que marque italienne et très italienne. Très expansive, très ouverte, très joyeuse. Elle est aussi portée par notre CEO. Hein. Jean-Christophe est quelqu'un d'extrêmement positif et quelqu'un qui fait confiance. Et c'est quelque chose qui descend dans l'entreprise. Donc on est vraiment dans une entreprise dans laquelle, en tout cas moi je l'espère, parce que évidemment moi je vais parler de la culture, c'est aux autres de dire si cette culture se déploie vraiment, évidemment il y a toujours des perspectives différentes, mais en tout cas ce que moi j'espère c'est de voir une entreprise dans laquelle les gens sont libérés, c'est-à-dire en fait ressentent la confiance qu'on leur donne, et ressentent la responsabilité qu'ils ont aussi dans leur job et ont plaisir à venir. Et cette notion d'avoir plaisir à venir, elle est absolument clé. Et au-delà du simple plaisir de prendre son poste, c'est aussi le plaisir de sentir qu'on grandit. C'est-à-dire qu'au fond, on ressent le fait qu'on progresse année après année. C'est hyper important. Encore une fois, c'est une conviction aussi personnelle, mais quand je parle avec mes collaborateurs, que je sente qu'à la fin de l'année, ils puissent me dire, moi, voilà ce que j'ai fait cette année que je n'avais pas fait avant ou ce que j'ai découvert que je n'avais pas découvert avant. Cette idée de grandir, de progresser, aussi bien en tant qu'entreprise qu'en tant qu'individu. Voilà, donc ça c'est le point important. Mais je dirais, la première chose qui est clé, c'est la confiance. Et cette confiance, elle est évidente. Enfin, elle se donne, elle se construit, elle se développe, mais c'est celle qui permet de... Elle se déploie comment? Elle se déploie dans le fait de partager une vision et de laisser à chacun, enfin on va parler ensuite de forme de subsidiarité, mais de donner à chacun, dans son rôle de spécialiste, la mission de contribuer à cette vision commune. Donc, aller trouver les individus qui vont rentrer dans cette philosophie, qui vont avoir ce sens des responsabilités et un savoir-faire qui vont pouvoir vraiment exprimer par contre. Et ils vont pouvoir ressentir qu'ils ont une vraie valeur ajoutée dans l'entreprise. Alors Antoine, on a pas mal de questions du coup qui tournent autour de ça. Alors, je vais les lire. La première, c'est bon, il y a TDZ qui dit je suis là, je suis là. Je le laisserai interagir avec les RH. Olivier Barbieri, avez-vous besoin dans le domaine de la transformation digitale métier ou autre? Alors, c'est effectivement. Alors, on a un département qui est super intéressant chez nous, qui s'appelle le département de l'innovation continue. Et alors moi, je suis arrivé là-dedans, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? On a mis les innovateurs dans une boîte. Et en fait, ça marche hyper bien. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment une mini équipe de. J'aime pas le mot consultant parce que en fait, leur niveau d'engagement est beaucoup trop fort et ils ne sont pas du tout détachés de la vision de l'entreprise, justement. Mais c'est une équipe de jeunes ingénieurs qui sont vraiment au service des différents départements pour mettre en place des projets d'innovation et d'invention. Ils viennent par exemple de mettre en place un nouveau système de traçabilité complète de notre production, des composants et du sourcing chez les fournisseurs jusqu'à la pièce finie,
et en temps direct, en temps immédiat, qui est absolument incroyable, qui s'est installé immédiatement. Donc voilà un projet qu'ils ont fait. Ils sont en train de travailler sur des projets d'organisation, donc ils travaillent sur des projets variés. Et évidemment, la donnée et la digitalisation font partie de certains des domaines sur lesquels on les fait travailler aussi. Sachant par ailleurs que nous, on a une véritable division digitale et innovation qu'on appelle la Business Unit Innovation qui est basée à Rome. Donc on travaille avec nos équipes en lien direct et très proche avec le patron de la Business Unit Innovation qui est basé à Rome. Particulièrement sur moi, les domaines sur lesquels je souhaite qu'on soit très expert en Suisse, c'est le domaine de la donnée et de l'exploitation de la donnée, hein, pas de la construction de la donnée, mais aujourd'hui, l'exploitation de la donnée, c'est quelque chose de très important. Et ensuite, bon, probablement, et on va évidemment beaucoup parler de ça dans les temps à venir, mais tout ce qui est blockchain, exploitation de la blockchain, que ce soit un système de transaction, évidemment, métaverse, enfin, blablabla, et encore une fois, traçabilité de nos produits. Et ça, ce sont des domaines sur lesquels on recherche ponctuellement du monde. Hein. On n'a pas des très grandes équipes, mais effectivement, on cherche des gens. Des personnes assez techniques, j'ai envie de dire. Parce que blockchain, ça commence à être assez pointu tout de même. Hein. Voilà. Alors, on a plutôt, pour être franc, on a plutôt des jeunes ingénieurs qui apprennent la gestion de projet et qui se forment au fur et à mesure avec nous. Alors, encore une fois, à Metaverse, on s'appuie beaucoup sur les savoir-faire, soit de Bulgarie, soit même d'LVMH. On n'est pas seul. Hein. Ce sont souvent des équipes qui travaillent ensemble. On a des interfaces chez nous qui travaillent avec les grosses équipes qui peuvent exister, soit sur Paris pour le groupe LVMH, soit à Rome pour Bulgarie. Alors, j'ai une question de Christine Affeli, j'espère que je le dis bien. Comment vous distinguez-vous pour être attractif auprès de vos collaborateurs TRIS? Ah, ça c'est la bonne question. Ah, oui. Alors, moi, alors, même chose, c'est des questions, je pense qu'on peut répondre par une palette globale ou alors par un angle d'attaque. Moi, l'angle d'attaque auquel je crois et celui sur lequel on va appuyer, c'est celui du développement des collaborateurs. C'est le domaine qui est celui sur lequel on peut travailler dans la durée, en permettant effectivement à nos collaborateurs d'eux-mêmes se développer pour favoriser l'activité de l'entreprise et pour eux-mêmes les faire grandir, que ce soit sur des choses aussi bêtes que l'apprentissage des langues ou de certaines techniques ou vraiment d'acquisition de nouveaux métiers, de nouveaux savoir-faire. Et c'est là-dessus qu'on a effectivement décidé de mettre plus d'efforts. J'ai une question de Patrick. Ça revient souvent dans nos lives, c'est la question des seniors. Recherchez-vous des seniors venant de l'horlogerie et autres secteurs de la micromécanique? Alors, là, j'ai une conviction personnelle. J'ai une conviction très, très forte personnelle qui est que, d'abord, je me rapproche de plus en plus de cette catégorie et je les trouve de plus en plus géniaux. Mais au-delà de ça, ça fait partie des domaines dans lesquels on a tellement besoin d'expertise, on a tellement besoin de savoir-faire. On est en train c'est amusant de se rendre compte qu'en fait l'horlogerie et l'horlogerie mécanique aujourd'hui, elle est probablement plus moderne qu'elle ne l'a jamais été. Je parlais avec un journaliste ce matin, il me disait c'est vrai, c'est comme le vélo, on en voit beaucoup plus qu'il y a 20 ans. Par contre, les techniques derrière sont évidemment en train de changer, mais la main, le savoir-faire, c'est quelque chose qui est tellement important dans notre activité. Moi, je considère qu'on a besoin aussi de seniors. Alors, c'est compliqué pour moi de dire qu'on cherche spécifiquement un senior sur tel ou tel job. En revanche, parce que c'est pas comme ça qu'on travaille. En revanche, on a certains de nos employés qui sont d'accord pour rester un peu plus longtemps et on est content de les garder plus longtemps. Et j'aurais de la peine à imaginer qu'on rejette un CV parce que la personne est trop senior. Après,
encore une fois, on n'est pas, je vais pas vous faire une image qui n'a pas lieu d'être. C'est évidemment qu'on va comparer les apports des individus. Et donc, on met les gens en concurrence. Mais encore une fois, un senior, si on appelle un senior une personne de 60 ans aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a une énorme valeur ajoutée potentielle dans l'entreprise. Absolument énorme. J'en profite aussi, bah, il y a pas cette question, mais pour te demander qu'est-ce que vous faites pour les jeunes? Est-ce que vous avez aussi un principe d'apprenti, Ah ben, alors, on a des apprentis, et encore une fois, je parlais tout à l'heure du développement des individus. Évidemment, ça démarre par le fait d'accroître le recrutement d'apprentis, de stagiaires, etc. Cette notion de développement, c'est quelque chose sur laquelle on doit, parce que je pense qu'on n'est pas nécessairement exceptionnel aujourd'hui, mais sur lequel on a clairement identifié notre point d'investissement, et ça doit se faire du plus jeune au plus vieux. Et probablement tout autant sur les seniors. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que une personne qui a acquis une exceptionnelle expérience, je dis n'importe quoi, sur le métier du décolletage par exemple, tout à coup, le fait qu'on puisse amener des machines avec des nouvelles technologies, cette personne, elle a toujours une main, elle a toujours une intuition qui sont très utiles sur ces nouvelles machines. Évidemment, ce n'est pas les mêmes techniques. Évidemment, il y a un moment où on est déstabilisé, mais il y a des nouveaux réflexes qui se créent. Ces nouveaux réflexes, c'est à la fois l'acquisition de nouvelles techniques et en même temps le maintien au fond du cerveau de toute cette expérience acquise qui permet d'optimiser les nouvelles machines. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se… Alors, on parle beaucoup de développement personnel tout au long de la vie. Ben alors là, c'est vraiment quelque chose qu'on doit être capable de proposer. J'ai une question de Lance qui dit: Bonjour, quelle stratégie de recrutement avez-vous pour une nouvelle clientèle masculine en positionnement d'offres? Et puis plus globalement, j'ai envie de dire, est-ce que vous recrutez par rapport à des projets, par rapport à un moment, par une direction je ne sais pas si vous voulez faire quelque chose de plus féminin, vous allez engager plus de personnes féminines, je ne sais pas, je me dis. Alors c'est une question un peu complexe. S'il s'agit de notre offre commerciale, nous, on a des collections masculines, féminines. On ne sait jamais véritablement… en fait, on avance dans les deux domaines, sans vraiment se poser la question d'ailleurs de l'équilibre masculin-féminin. C'est nos développements horlogers nous font avancer. Je dirais simplement qu'on a une histoire qui est une histoire d'horloger très universelle. Homme-femme, accessible, cher. Ce qui est d'ailleurs pas simple, puisque ça veut dire qu'on a beaucoup de niveaux de collection. Et on a par contre, nous, en tant que joaillier, la volonté, évidemment, de déployer notre savoir-faire horloger dans le domaine des montres plus… Enfin, la raison pour laquelle on veut travailler sur des tailles plus petites, c'est aussi qu'on veut beaucoup exposer l'horlogerie Bulgari à une clientèle féminine. C'est assez naturel. Maintenant, c'est vrai qu'on pousse les feux un peu de façon globale en termes d'offres. En termes de recrutement, on n'a absolument pas je dirais, de stratégie sélective. La chose qui importe, c'est le talent et le fit avec les gens. Franchement, j'ai jamais expérimenté le moindre commentaire de quel collaborateur que ce soit sur je préfère tel ou tel pour telle ou telle raison. Donc, encore une fois, d'abord, ça me poserait un vrai problème personnellement en termes d'éthique, mais au-delà de ça, les recrutements que je vois sont des recrutements d'hommes ou de femmes simplement basés sur l'expérience, le savoir-faire et l'apport à l'entreprise. Et je dirais, et de façon tout aussi importante, le lien et l'affectio societatis avec les autres personnes de l'entreprise. Ça, c'est très important. J'ai une question d'Alexis de Prévoisin qui me pose une question qui est vraiment un expert sur tout ce qui est question de retail. Et puis, il pose une question sur l'expérience client aujourd'hui. Quelle est votre expérience aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez envie de donner comme expérience à votre client quand il rentre dans une boutique Bulgari? Alors, donc, faut partir à la base. Quand quelqu'un rentre dans une boutique Bulgari, il attend deux choses. D'abord, il attend d'avoir une expérience positive. On rentre rarement dans une boutique Bulgari pour voir quelqu'un qui fait la gueule. Parce que si on vient chez nous, c'est pour des choses joyeuses.
c'est pour des événements joyeux, c'est soit pour se faire plaisir, soit pour faire plaisir à quelqu'un. Donc d'abord, ce qu'on va poser, et on insiste beaucoup, nous dans nos campagnes de publicité, nos mannequins, ils ne font pas la gueule, ils sourient. Il y a un véritable, la notion de joie de vivre, de célébration de la vie, elle est très importante. Et quand on parlait de culture italienne, moi, je rigole dans le comité de direction. Je rigole à chaque comité de direction. Parce qu'il y a des gens qui sont joyeux. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on est quand même une société de luxe. Et quand vous rentrez pour vous acheter un produit de luxe, vous n'envisagez pas de rentrer dans un espace ordinaire. Vous sortez de l'ordinaire. C'est-à-dire que vous cassez la routine des jours. Donc, ce qu'on espère donner, ce qu'on essaie de donner, ou ce qu'on essaie de transmettre à nos équipes, et c'est difficile, c'est véritablement l'idée que quand quelqu'un rentre dans la boutique, il doit avoir une expérience, un moment un peu unique dans sa journée. C'est son rayon de soleil. Et donc, c'est un rayon de soleil positif. C'est ce que doit transmettre, au fond, c'est déjà une introduction aux produits qu'on vend. C'est une introduction au mystère de la pierre, c'est une introduction au talent du savoir-faire, du designer, de l'horloger. Il faut qu'on sente qu'on rentre dans un espace hors du quotidien. C'est ça le luxe. C'est justement l'exceptionnel. Donc, c'est ça qu'on essaie de passer dans nos boutiques. Alors, c'est plus ou moins facile. Ça veut dire qu'on est un peu, quand on est vendeur, qu'on est un peu sur scène, qu'on doit toujours être capable de mettre de côté notre propre quotidien. Mais je sais que nos formations retail sont d'abord orientées sur le service au client avant même le produit. Parfois, parfois ça ne me va pas d'ailleurs. Parfois, je râle. Je me dis, il faut quand même un peu de produit. Mais avant tout, bien sûr, alors ce qu'on appelle nos responsables clients, nos customer associates, d'ailleurs on les appelle comme ça, sont des gens qui sont vraiment tournés vers le client et qui ont pour but, qui ont vraiment pour mission de faire vivre une expérience extrêmement positive. Et de surprendre, d'étonner. Il faut un moment que le cœur soit attraper le cœur, quoi. Il faut enthousiasmer les gens. Donc voilà la mission. C'est pas simple. Hein. Transmettre de la joie. Ouais. Du coup, petite question aussi de Cyril. Alors justement, ça rebondit un peu sur cette expérience client. Finalement, est-ce que vous cherchez des profils atypiques? C'est-à-dire que quelqu'un qui, j'avais vraiment un peu loin, mais quelqu'un qui sort des lessives de chez Procter & Gamble, est-ce qu'il peut travailler chez Bulgari? Alors. Non, je passe. En fait, non. En fait, pour moi, c'est pas. Y a tout. En fait, je réfléchissais à qui y a-t-il dans l'entreprise. Et en fait, on a tout. On a des gens qui viennent d'école de commerce, on a des gens qui viennent d'école d'ingénieur, on a des gens qui ne sont pas diplômés, on a des gens qui sont des designers. D'abord, il y a une envie de venir. Et donc, une envie qui est nécessairement nourrie par, au fond, un sens du luxe. On ne vient pas dans une entreprise de luxe comme la nôtre si on n'a pas un plaisir au beau, un plaisir au fond, une ouverture à ce qui est un peu mystérieux aussi dans tout ce qui est l'ordre de la création. Donc, on a des gens qui ont envie de toucher au luxe. On a des gens, encore une fois, qui ont une forme de curiosité, qui ont un intérêt pour autre chose que simplement ce qu'ils font. Moi, je sais que je prends plutôt des gens avec du sens de l'humour parce que je considère que le sens de l'humour est un signe, je veux dire très honnêtement, est un vrai signe d'intelligence, est un signe de capacité à jouer avec des concepts, à savoir être décalé. Et puis, au fond, c'est une forme déjà d'expression de la joie et du plaisir de vivre. Et donc, c'est par exemple des éléments qui, moi, m'interpellent quand je rencontre les gens. Mais voilà, on ne va pas aller chercher des gens atypiques pour le plaisir d'avoir des gens atypiques. J'aurais un problème d'avoir que des gens normés, ça c'est sûr, ça c'est certain. Et je dirais que ça poserait
beaucoup de problèmes. Ne serait-ce qu'encore une fois, on parlait tout à l'heure de ne pas exclure des catégories de personnes, que ce soit par l'âge ou par le genre, bah, c'est la même chose. Ouais, j'ai eu une expérience une fois, je vais vous raconter parce qu'elle m'a bien marqué. J'ai eu la chance de rencontrer Jack Ma, le patron d'Alibaba, dans le cadre d'une formation avec LVMH. Et donc on était, alors voilà, on était tous, effectivement, on était tous très propres sur nous. On était tous des cadres, des jeunes cadres dirigeants du groupe. Et il nous regarde et il nous dit, voyez, mon entreprise, elle est différente de la vôtre. Vous, en fait, LVMH, vous êtes une grande ferme. Vous êtes une grande ferme et il y a plein de vaches devant moi. Et il nous dit, et chez moi, c'est un zoo. Chez moi, il y a des hippopotames, des girafes et des fourmis. C'est pas faux. Et en fait, je trouvais ça très, très drôle. Bon, c'était là moche pour aussi. nous, hein, on n'était pas, c'était pas juste. On n'était pas que des vaches. Il y avait des chevaux aussi. Mais sérieusement, c'était intéressant et je pense qu'il était très visionnaire sur ça. Et aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens le rejoindraient, y compris chez LVMH. Moi qui suis, qui ai effectivement 20 ans d'expérience chez LVMH, je peux vous dire qu'il y a des gens beaucoup, beaucoup plus variés que ce qu'on pourrait croire et que non, on n'est pas tous des cadres venus de grandes universités françaises. Il y a une vraie diversité et de plus en plus. Mais clairement, c'est quelque chose qui a évolué et Jack Ma a été visionnaire là-dessus, clairement. Donc, finalement, dans les profils, on cherche plein d'animaux différents, quoi. Voilà, on cherche à développer le zoo neuchâtelois. Ah ben, génial. Alors, j'ai une question alors, on va bientôt, c'est donc la dernière question, donc je me permets de la choisir. Voilà. Au-delà, alors c'est une question d'Alex Ganac en direct avec moi qui me dit, au-delà du retail, avez-vous une stratégie omnichannel et sur quels canaux principaux s'appuie-t-elle? Alors, on a bien sûr une stratégie omnichannel. C'est évidemment donc notre site internet e-commerce propre a énormément grossi et évidemment le Covid a favorisé son développement. On a une stratégie e-commerce qui est déployée dans le monde, c'est-à-dire qu'on couvre quasiment pas la totalité du monde encore aujourd'hui, mais on sera quasiment à une couverture globale d'ici la fin de cette année. Et on travaille aussi avec quelques partenaires dans des domaines très particuliers, sous des formes très particulières, en particulier lorsqu'il y a des écosystèmes spécifiques, comme par exemple la Chine. Mais on travaille fondamentalement sur notre propre réseau. Donc, notre site internet, en fait, qui est en fait une série de sites de e-commerce délocalisés, et nos réseaux de boutiques, plus nos partenaires dans la distribution horlogère ou dans le parfum. Antoine, notre conversation arrive à sa fin et on est des bons horlogers, donc il est 12h45, près 43, donc du coup je suis précis. Je voulais vraiment te remercier et aussi remercier Catherine qui a beaucoup œuvré pour aussi ce live. Ça a été un plaisir de vous voir, de faire tous ces petits pills ensemble. J'ai vraiment adoré, c'était super sympa. Et je tenais à vous féliciter pour vos très très beaux produits lumineux et coloré, merci, plein Raphaël. de joie. Et vraiment, c'était très beau. Donc, je te remercie beaucoup pour ta franchise et ton honnêteté. Et puis, moi, je vous retrouve très prochainement. Alors, on aura un live avec Michel Loris, anciennement Baselworld. Donc, voilà, qui viendra nous faire sa tribune. Donc, ça sera intéressant d'avoir ses feedbacks donc, sur les salons horlogers. Et puis moi, je me réjouis de vous revoir et comme toujours, c'est un plaisir avec vous d'échanger et de partager avec vous. Donc, merci encore et puis à très bientôt. Merci Raphaël, merci à tous. Merci Antoine. Merci. Bonne journée, bon week-end. Toi aussi et repose-toi bien. Oui.